Bonjour et bienvenue sur le 12e épisode du podcast de Créer ta réalité. Vous découvrirez ici des outils pour reprogrammer votre vie. Je suis Julia Bouchinet et je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Selon moi, vivre en accord avec soi n'a pas de prix. Aujourd'hui, on va se poser la question de qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? Comment les reconnaître ? Quel comportement adopter face à eux ? Comment déstabiliser un manipulateur narcissique ? Anne-Claire, psychanalyste, nous rappelle l'importance de les identifier afin de comprendre les mécanismes recourants qu'ils utilisent pour faire pression sur leurs victimes, qu'ils choisissent volontairement. Si vous vous posez la question de savoir si vous avez rencontré ce type de personnes, utilisant la manipulation pour agir, vous allez très vite avoir votre réponse au travers de ce podcast. Je vous invite à lire l'article qui est associé ou regarder notamment la vidéo qui arrivera prochainement afin d'en savoir un peu plus sur ce profil psychologique. Avant cela, j'aimerais remercier Elisa pour le commentaire qu'elle a publié, qui n'est pas vraiment en lien avec la perversion narcissique, mais qui reprend un des traits de la perversion et notamment la morale. Alors je vais vous lire son commentaire et je l'en remercie encore beaucoup. Elle me parlait de culpabilité et elle me disait « ça s'apparente plus à de la culpabilité parentale entre les discours des uns, des autres, mon cœur de maman, la société, nous-mêmes et notre entourage nous rend coupables en permanence. Quand elle pleure trop, quand elle est trop dans les bras, si elle a mal au ventre, on a vite fait de rendre coupable la mère qui est dans une période de grande fragilité et capable elle-même de se blâmer à chaque fois, tant nous sommes, ou plutôt je suis, à la recherche de la perfection. Au passage, je trouve ton compte vraiment inspirant. Quelle femme es-tu devenue ? C'est incroyable le chemin que tu as pris, la force de travail et de remise en question. J'aspire à moi aussi trouver la paix et à faire de mon hypersensibilité une force. Alors merci beaucoup Elisa pour ton commentaire, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je ne suis pas comment je peux dire ça, si avancé que ça par rapport aux autres, c'est juste une curiosité personnelle et on peut tous travailler sur soi comme tu le fais actuellement et comme de bon nombre de personnes le font actuellement. Mais pour en revenir un petit peu au sujet de la perversion narcissique, on peut être vraiment les ailes coupées par la morale des autres au quotidien, donc c'est important quand même de reprendre le dessus en sachant pertinemment à qui nous avons affaire. Allons voir en 10 points principaux quels sont les différents profils des pervers narcissiques. Donc je vous invite à écouter la suite pour vraiment prendre des notes si vous en avez besoin et vous imprégner des conseils donc de Anne-Claire Planteil qui est psychanalyste. Vous retrouverez les notes de ce podcast sur le site www.créertarealité.com, tout attaché et sans accent. Tu pourras apprendre à décrypter les mots de ton corps pour retrouver une santé optimale en téléchargeant l'e-book qui est offert en t'inscrivant à la newsletter. Pour commencer, nous avons un petit peu adapté la conversation par rapport à plusieurs questions qui m'ont été posées, notamment sur Instagram par des personnes qui me suivent et qui étaient intéressées par ce sujet. Je vais vous les citer et ensuite on commencera par le premier point. Ces personnes sont-elles bien détectées par les professionnels, puisqu'elles sont souvent manipulatrices et s'enferment dans leur réalité et leurs mensonges ? Si le professionnel n'écoute que son histoire point de vue, est-ce qu'il arrive à se rendre compte que c'est un pervers narcissique sans même avoir l'avis de l'entourage de cette personne ? Comment ces personnes peuvent-elles être soignées ? Et pour terminer, comment peuvent-elles réaliser qu'elles sont narcissiques ? Donc le premier point sur lequel on va se lancer, c'est quelles sont les caractéristiques du pervers narcissique. Il faut savoir que la perversion narcissique est une pathologie du narcissisme. C'est comme un petit enfant qui a arrêté d'évoluer. Notamment avant le stade de l'Oedipe. Donc le stade de l'Oedipe, voilà, pour repositionner un petit peu, on va dire que c'est entre 3 et 7 ans, à peu près.
C'est un stade d'évolution finale où il y a la mise en place d'éléments très importants qui constituent un cadre, une limite. En fait, le pervers narcissique, il s'est arrêté avant, c'est-à-dire que c'est un peu un enfant en toute puissance, donc qui devient aussi un adulte en toute puissance. Donc la structuration, en fait, chez lui n'est pas passée. C'est un petit enfant qui se vit en fantasme, voilà, de toute puissance par rapport aux autres, donc il a besoin d'un tiers pour subsister et se sentir entier. Sans ça, en fait, il va retourner donc son mal-être contre lui, il ne pourra pas survivre, il ne pourra pas subsister, donc il se complète avec d'autres personnes, tout simplement. D'ailleurs, on voit souvent que les pervers narcissiques sont entourés de personnes, sont souvent en groupe, etc. Parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas subsister seuls. Ce sont des êtres profondément toxiques. Derrière un pervers narcissique, il y a un individu qui est en très très grande souffrance. C'est important de les identifier en fait pour pouvoir repérer leurs mécanismes. C'est comme un vampire, il se sert de la victime à ses dépens. C'est quelque chose de très difficile pour la victime qui se retrouve en fait pris au piège et qui a du mal, vraiment beaucoup de mal à s'en sortir. Le deuxième point est du coup la réponse à la question suivante, qu'est-ce que l'objectalisation de l'individu ? En fait, le pervers narcissique, de ce que nous dit Anne-Claire, n'a pas accès à la notion de sujet, il n'est pas dans le respect de l'autre, l'autre c'est un objet. C'est un mécanisme très primaire et archaïque qui montre qu'il y a une pathologie à la clé. En fait, ils sont très talentueux, il existe une graduation de la perversion narcissique, mais en tout cas, eux raisonnent par l'assujettisation d'une personne, ou plutôt l'objectalisation de cette personne, donc qui réduit le sujet à un objet. En fait, quelqu'un de névrosé, comme donc 100% de la population, peut emprunter à certains moments des mécanismes de perversion narcissique sans l'être pour autant. C'est-à-dire que ça va être comme un mécanisme de défense pour survivre, pour subsister. Donc ça, c'est très très important de le savoir, parce que j'ai des personnes en fait qui m'ont dit qu'elles avaient pensé l'être tellement à certains moments, finalement, elles ont emprunté des traits. Et donc, d'avoir lu ça, d'avoir vraiment eu cette information-là, ça les a aidées à voir qu'elles n'étaient pas folles ou qu'elles n'étaient pas perverses ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, en fait, elles se sont calquées sur l'autre pour subsister, pour survivre. Donc ça peut être vraiment temporaire. Par contre, un pervers narcissique structurellement accompli, il a un besoin vital de l'autre, de se compléter par l'autre, donc il va l'attirer dans ses filets, avec notamment en premier lieu la séduction, donc au travers de paroles et de possession. C'est souvent des charmeurs très charismatiques, donc il y a souvent beaucoup de personnes autour d'un pervers narcissique. C'est des êtres qui ne perçoivent pas tout, mais qui ressentent tout, et notamment qui ressentent les autres. Ils ont l'art de faire une séduction un peu sur mesure qui est très dangereuse. Ils n'ont pas plusieurs choses à leur disposition. Ils sont coincés dans leur mode de fonctionnement, donc c'est leur manière à eux de subsister. Il y a plusieurs choses, donc on parlait de séduction pour faire rentrer une personne dans leur filet, mais il y a d'autres choses. Il y a aussi l'accusation et le reproche. Donc c'est jamais de leur faute, mais toujours celle des autres. C'est un peu injuste qu'ils puissent reprocher à l'autre ce qu'il fait en permanence. Donc l'idée, c'est de surtout ne rien prendre personnellement quand on sent qu'une personne est tout le temps dans la culpabilisation, dans le reproche. Il y a aussi le mensonge, donc qui se sert de l'autre comme un objet, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à l'objectalisation, dans le but d'en tirer quelque chose de personnel, et notamment le fait de se sentir complet. Que l'autre en fait représente tout ce que lui n'a pas à sa disposition, donc il a besoin de l'autre pour ne pas se sentir seul, et notamment pour survivre. Et pour terminer, il y a autre chose qui s'appelle l'identification projective. Donc toute la part de lui, il l'a fait porter à l'autre. Ça s'appelle la projection de en fait ce qu'on ne veut pas voir chez soi. Sachant que ça, il faut quand même le rappeler, c'est un mécanisme qu'on utilise tous de temps en temps quand on se sent menacé. C'est pas pathologique, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on peut utiliser quand nous-mêmes on a du mal à voir des choses chez nous-mêmes, et donc dans une dispute, au travers d'un conflit, etc., on va faire porter à l'autre. Mais c'est bien d'en avoir conscience pour surtout rectifier ça et être honnête envers soi-même. Le troisième point, c'est quels sont les différents profils de pervers narcissiques.
Alors, il y en a deux. Il va y avoir le flamboyant, donc celui qui est souvent reconnu par un groupe, etc. On est souvent autour de lui ou d'elle, parce que pervers narcissique, c'est l'humain en général qui peut être comme ça. Mais il y a homme ou femme, hein. Il faut pas toujours penser qu'on parle des hommes. Donc il y a cette personne qui serait plutôt flamboyante, voilà, au regard de l'autre, et il y a le phalloïde. Donc le phalloïde, c'est plutôt de la population maternelle, dans un lien qui s'exerce plus de la mère à l'enfant, donc avec tout ce que cela suggère comme difficulté pour l'enfant. En tout cas, un pervers narcissique est complètement dépendant de la notion d'image et de paraître. Il existe au travers de l'image qu'il souhaite refléter autour de lui. La sphère privilégiée, c'est quand même la sphère amoureuse pour le phalloïde, mais ça s'exerce aussi dans le professionnel et dans l'amitié. Les victimes des pervers narcissiques sont toujours des personnes qui sont sensibles, généreuses et empathiques, parce qu'en fait, ils ont les caractéristiques que les pervers narcissiques n'ont pas eux-mêmes. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, comme nous l'a dit Anne-Claire, c'est vraiment pour se compléter et pour ne pas se sentir en fait vivant qu'à moitié, quoi. Ils ont besoin de ça pour subsister. La quatrième question, c'est quelles en sont les conséquences ? Eh bien, tout simplement, si le pervers narcissique fantasme que ce qui est sa victime est à lui, ça n'enlève en rien qui elle. C'est-à-dire que on dit souvent, oui, mais un pervers narcissique m'a enlevé certaines de mes caractéristiques. Non, il n'enlève pas. Il nous fait croire qu'on les a plus, il nous fait croire qu'il s'est approprié ça, tout ça c'est dans la sphère inconsciente, mais ce n'est qu'un fantasme. En fait, on perd jamais qui nous sommes. Par contre, si nous sommes encensés de parents au départ, ensuite la victime va être réduite et notamment les conséquences, ça va être une très très grande fatigue, beaucoup de culpabilité. Donc c'est un peu le roi de la culpabilisation, selon ce que nous dit Anne-Claire. Il n'a pas accès à la culpabilité, mais lui il l'utilise contre les autres. Donc en fait on peut croire qu'on est complètement coupable au quotidien, mais en fait c'est totalement faux, c'est quelque chose que lui nous fait croire encore pour nous affaiblir, inconsciemment. Donc après la culpabilité, il y a la morale. Comme je vous le disais au début du podcast, ce sont des terribles donneurs de leçons. Ils ont une jouissance dans la transgression des lois et des normes, donc ils vont se faire un plaisir d'aller enfreindre la loi, étant donné qu'elle n'est pas passée chez eux. Donc nous pouvons ressentir fréquemment ce juge extérieur d'une personne perverse narcissique. Une perte de repère aussi pour terminer, parce que comme ils utilisent l'injonction paradoxale, ça rend complètement hystérique. L'injonction paradoxale, ça va être le fait de dire tout et son contraire. Donc j'ai demandé un exemple à Anne-Claire, qui nous a dit, par exemple, une personne qui va dire de toute façon tu es totalement superficielle et tu ne prends pas du tout soin de toi, tu es tout à fait négligée. Donc ça peut être une injonction paradoxale. Donc tu es superficielle mais en même temps tu prends soin de toi. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent rendre totalement fou parce qu'ils nous disent en fait tout et leur contraire. Donc elle nous expliquait qu'ils peuvent aussi tyranniser le partenaire pour un soi-disant manque de fidélité, par exemple, alors que dès que la victime elle a le dos tourné, il est infidèle lui-même. C'est par exemple un cas type. Tout est finalement superficiel. Le cinquième point, c'est est-ce qu'un pervers narcissique se rend compte de son profil psychologique ? Alors, un pervers narcissique n'a pas accès à la conscience. Si c'est une structure accomplie, il n'y a rien à faire pour lui. Parce que la structuration n'est pas passée, donc c'est fichu. Si par contre c'est une structure combinée, donc comme on le disait tout à l'heure, une personne névrosée avec des traits pervers narcissiques, on peut tout à fait faire quelque chose ensemble en tout cas. L'accompli n'a pas la capacité de se remettre en question, il n'a pas accès en fait à la conscience ni à la remise en question. Les psychologues détectent bien entendu les signes, parce qu'il y a des signes qui sont avant-coureurs. Donc la seule personne que l'on doit contrôler, étant donné que c'est soi-même, on reconnaîtra au travers d'un discours d'un pervers narcissique la culpabilisation et l'injonction paradoxale, qui sont des armes clés. C'est un discours où la personne entend deux données contradictoires et c'est très très paralysant. Très vite, en tant que psy, on peut comprendre que cela ne va pas.
En 6e point, est-ce qu'ils peuvent guérir? Alors comme on le disait juste avant, si c'est une structure accomplie, non. On ne peut pas rajouter une structure qui n'est pas passée, qui est manquante. Par contre, si c'est une structure combinée, ils peuvent totalement être calmés et être remis, entre guillemets, sur le droit chemin, si on peut dire ça. C'est terrible d'arriver à cette conclusion, mais Anne-Claire nous disait qu'elle ne peut pas le dire autrement et que la seule chose à faire, c'est de fuir car on sera toujours moins fort qu'eux. Ça peut même conduire des personnes au suicide parce qu'il y a une forte jouissance dans la toute-puissance et donc la destruction de l'autre. Donc si on remarque qu'une personne de notre entourage, que ce soit une personne de notre famille, de notre sphère amicale, sphère professionnelle, sphère amoureuse, essaye de nous détruire, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de fuir totalement. Tout simplement parce qu'il fait de l'autre le dépositaire de la part sombre de lui-même. Donc finalement, il se clive, il ne veut pas entendre parler de la réalité, il vit dans le déni et le fantasme. D'ailleurs, ils mettent une énergie désespérée que l'on ne peut pas avoir à récupérer l'autre. C'est comme un vampire, il doit coloniser un tiers pour ne pas vivre seul. On peut se demander aussi en 7e point, comment est-ce que le pervers narcissique le devient ? Alors il y a plusieurs causes, on en cite 2. Il y a la cause du parent qui est lui-même pervers narcissique, donc un enfant, étant donné que pour grandir, il s'identifie à l'un de ses 2 parents ou à ses 2 parents de manière plus ou moins forte. En fait, l'enfant va récupérer les modes de fonctionnement de ses parents sans s'en rendre compte et il pourra être imprégné, tellement imprégné que lui le deviendra par la suite. Au contraire, il y a la défaillance du narcissisme. Donc par exemple, une mère qui surinvestit un enfant va lui l'idéaliser certaines fois et va totalement lui tourner le dos certaines autres fois. Ça peut rendre aussi pervers narcissique. Dans les pathologies du narcissique, il n'y a pas de place pour l'autre. En 8e point, qu'est-ce que le lien d'emprise implique ? Donc le pervers, c'est le champion de la jouissance, c'est une vibration qui est très très forte. C'est aussi le champion de l'excitation sur le versant positif autant que sur le versant négatif. Étant donné qu'on peut être accro à cette jouissance par rapport à ce qu'on aura pu vivre notamment étant enfant, s'il y a eu beaucoup d'adrénaline à la maison, etc., on va être accro un petit peu à la jouissance et c'est la seule chose qui nous tient. En fait, eux, les pervers narcissiques, ils y déploient une énergie limite qui est surhumaine en fait, qui est limite surhumaine, c'est l'énergie du désespoir. Comme ils sont très toxiques, ils peuvent laisser des êtres complètement dévastés sans aucune culpabilité en fait. Ils ont vidé leur objet, ils ne bougent plus, donc ils vont changer d'objet et recommencer avec un autre ou une autre personne. Il vaut mieux partir avant quand même parce que ça peut faire de très 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 gros dégâts, que ce soit au niveau de la santé physique, mentale, physiologique aussi. En fait, comme eux perçoivent l'autre comme un objet, l'autre tient juste le miroir pour leur montrer un reflet d'eux-mêmes un peu plus acceptable. Le but, c'est de se renvoyer une image valorisante. Donc il y a beaucoup de culpabilisation, de réduction, pour rendre fragile et dépendant l'autre personne. Il y a la notion notamment de silence qui peut être hystérisant et faire péter les plombs, c'est du lavage de cerveau et face à un pervers, il y a 3 possibilités. Absorber la violence, retourner la violence contre le pervers, ou la 3e, c'est la fuite, donc s'extraire totalement de ce lien toxique. En 9e point, on va parler de la différence entre un pervers narcissique et un narcissique. La perversion, elle est définie par la perversion morale et la perversion sexuelle. Donc voici les 3 définitions. Pour commencer, la perversion sexuelle, donc les pervers sexuels sont enfermés dans des pratiques uniques dans lesquelles ils ne peuvent jouir qu'au travers de scénarios bien particuliers. Il y a le sadomasochisme, l'exhibitionnisme, le nécrophile, etc. Il y en a plein, le zoophile, etc. Il ne peut pas avoir de jouissance autrement que par ce biais-là. Il y a en 2e lieu le narcissisme, donc là, ça c'est une pathologie du narcissisme. Ils ne supportent pas la critique, ils se mettent dans des états absolument incroyables et fuient dès qu'ils se sentent fragilisés. Il n'y a pas d'emprise, mais c'est un être insupportable. Le narcissique n'est pas forcément manipulateur, il est juste insupportable.
Et en troisième lieu, il y a le pervers narcissique, donc qui induit une jouissance à objectaliser et donc à réduire l'autre. C'est par essence un manipulateur. La manipulation est du registre de la perversion. On peut manipuler occasionnellement sans être, par contre, enfermé dans ces mécanismes. Ce qui est dangereux, c'est de l'être enfermé et de ne jouir que par ces mécanismes-là. Quand le diagnostic est posé, comment sortir de la manipulation ? Malheureusement, Anne-Claire nous dit que l'idée est de s'épargner et donc de fuir et de couper tous les liens. Sortir de cette emprise, c'est comme une décharge d'adrénaline en fait qui tend à vouloir se répéter à notre insu. Donc le seul moyen de couper cette décharge, c'est de fuir. On ne peut pas grand-chose pour ces personnes-là, mais il est important de cultiver la compassion. Ils sont soumis à ce mode opératoire, ils sont coincés dans cette pratique, même s'il n'est pas question de se sacrifier. Lorsque l'on est sensible, on a été au contact de la perversion étant enfant. Ça, c'est un point vraiment clé pour comprendre de là où on vient et pourquoi on attire à nous cette jouissance à nos dépens. Et là, le but, ça va vraiment être d'aller creuser dans notre histoire ou de se faire aider pour comprendre quelle personne, quel profil psychologique, quel profil pervers narcissique nous a fragilisés étant enfant ou étant plus tard adolescent et pourquoi est-ce qu'on va rechercher ça en permanence à l'extérieur. Donc pour conclure cet article, les conseils que l'on peut appliquer pour vraiment sortir de cet état très difficile et aller vers la conscience, la connaissance de soi et la connaissance de ce qui est, ça va être de comment agir en fait avec un pervers narcissique. Donc il y a plusieurs points, il y a la méfiance dès la première rencontre. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui nous fait vraiment un effet bœuf, comme peut l'appeler Anne-Claire, un effet comme si cette personne était exceptionnelle, irrésistible dès les premières minutes et qu'on la connaissait depuis toujours, ça peut être un pervers narcissique. Parce que justement, il ressent tellement l'autre qu'il va vraiment s'adapter pour l'amener dans ses filets. Établir un diagnostic et notamment l'intensité de ce ressenti. Être malin, c'est-à-dire ne pas l'énerver et juste couper les liens. Préparer sa fuite et fuir avant d'entrer dans une destruction de nous-mêmes ou même de l'autre. Pour l'aider, la seule chose à faire, c'est d'être compatissant envers cet être qui est en grande souffrance. Et comment vivre avec un pervers narcissique ? Dans ce point-là, il n'y a pas d'autre issue que de fuir, à part de se sacrifier totalement et d'être dans la négation de notre être. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à aller lire l'article qui est associé sur le blog et de me laisser un commentaire pour me raconter un petit peu votre histoire et savoir si ça vous a aidé. Je vous invite vraiment à noter cet épisode avec 5 étoiles pour me permettre de continuer ce travail et de savoir que vous avez apprécié. Si vous souhaitez vraiment aller plus loin dans vos questionnements de vie, si vous avez envie de savoir si un profil a pu faire des dégâts sur vous, comment vous avez vécu certaines histoires, etc. N'hésitez pas à m'écrire, je suis très présente sur Instagram, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi notamment télécharger votre guide gratuit en vous inscrivant à la newsletter sur le blog. Vous aurez des éléments aussi de réponse pour comprendre vos blocages inconscients, développer votre intuition et vous exercer avec des travaux concrets. Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Faites-moi vos retours et je vous dis à très très vite pour un prochain.